Alors, j'ai reçu une mise en demeure du réseau des massothérapeutes qui demande que j'enlève toutes mes communications face au réseau des massothérapeutes, au RMPQ, je leur ai envoyé une lettre. Maintenant, je vais vous partager cette mise en demeure ainsi que mes preuves et la lettre que je leur envoie. Alors, Drummondville, le 16 octobre 2025, Madame Mongrain, relativement à l'objet mentionné en titre, nous avons le mandat de vous transmettre la présente mise en demeure. En effet, il apparaît que vous publiez sur diverses plateformes et réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles vous portez atteinte à la réputation du réseau, et ce depuis que la décision sur la culpabilité de monsieur a été rendue par le comité de discipline. Nous souhaitons vous rappeler les dispositions législatives en matière de diffamation. Code civil du Québec, article 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tel le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Article 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. De plus, les dommages et intérêts peuvent être réclamés en plus de dommages punitifs, compte tenu du caractère intentionnel de vos propos. Charte des droits et libertés de la personne. Article 49. Une atteinte illicite à un droit ou une liberté reconnue par la présente charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte à la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages intérêts punitifs. Code civil du Québec, article 16-16. Les dommages intérêts accordés par la réparation d'un préjudice sont, à moins que les parties n'en conviennent autrement, exigibles sous la forme d'un capital payable au comptant. Toutefois, lorsque le préjudice est corporel et que le créancier est mineur, le tribunal peut imposer en tout en partie le paiement sous forme de rente ou de versement périodique, dont les modalités peuvent prévoir l'indexation. L'indexation, suivant un taux fixe, dans les 3 mois qui suivent sa majorité, le créancier peut exiger le paiement immédiat actualisé de tout ce qui lui reste à recevoir. Article 16-21. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Il s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que le cas échéant du fait que la prise en charge du paiement réparateur est en tout ou en partie assumée par un tiers. Dans vos vidéos, vous tenez des propos qui sont de nature à discréditer le RMPQ, et ce, sans aucun fondement. À titre d'exemple, vous nommez que le RMPQ est mauvais pour rendre des décisions car il est mauvais pour suivre des protocoles. Vous affirmez aussi que les décideurs sont incompétents et n'ont pas de courage lorsque vient le temps de rendre des décisions. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le processus de dénonciation au RMPQ est un processus sérieux, rigoureux et indépendant. Le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec est l'association de massothérapeutes la plus importante de la province de Québec. L'association jouit d'une réputation qu'elle a bâtie au fil des années. Nous maintenons des standards de gouvernance de haut niveau et avons su créer un lien de confiance solide avec nos membres ainsi qu'avec le public. Vous êtes donc mis en demeure de retirer toutes les applications où il fait mention du réseau ou qui peuvent mener à conclure qu'il s'agit du réseau dans les 5 jours suivant la réception des présentes et de ceci de porter atteinte à la réputation du dit réseau, sans quoi nous n'hésiterons pas à entreprendre les procédures judiciaires appropriées contre vous à vos entiers frais. Veuillez vous gouverner en conséquence. Et c'est Étienne Durand, directeur général. Je n'ai jamais parlé à cette personne-là de ma vie. Alors maintenant, voici ma lettre. Lettre officielle, réponse à la mise en demeure du RMPQ. Je suis signée Marie-Ève Mongrain, accuse réception de votre mise en demeure datée du 16 octobre 2025. Je souhaite répondre de façon claire, factuelle et respectueuse à son contenu. Tout d'abord, je confirme ne m'opposer en rien à retirer les vidéos ou publications que vous jugeriez atteindre la réputation de votre organisme. Toutefois, afin d'agir en conformité et en toute transparence, je vous demande de me fournir dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter du 16 octobre 2025 une liste exhaustive et détaillée des vidéos ou publications précises que vous souhaitez voir retirées. Cette liste devra comporter la date de publication de chaque vidéo ou publication concernée, le lien ou titre exact de la vidéo ou du contenu en question et l'explication précise de ce que vous considérez comme étant de la diffamation dans chacun des cas. De plus, je précise que tout retrait de contenu sera effectué uniquement si les éléments répondent aux critères légaux de la diffamation, tels que définis par la jurisprudence québécoise et canadienne, c'est-à-dire la présence d'une fausse déclaration de fait et non une opinion ou un récit d'expérience personnelle, faite de manière malveillante ou négligente dans le but ou avec pour effet de nuire injustement à la réputation d'autrui et ayant causé un préjudice réel et démontrable. En droit, les propos véridiques ou fondés sur des faits démontrables ne constituent pas de la diffamation, même s'ils peuvent être défavorables à la réputation d'une organisation. Par conséquent, je retirerai uniquement les publications qui répondent aux critères légaux de la diffamation, et non selon votre interprétation subjective ou la simple existence d'un contenu critique. Je précise que mes publications visaient à partager mon expérience vécue de façon honnête, sans intention de nuire. Les faits rapportés découlent d'un processus réel où j'ai tenté d'obtenir des réponses de votre organisation sans succès. Mes propos ne sont pas diffamatoires, mais témoignent d'un vécu légitime et d'un manque de communication de votre part.
En effet, j'ai adressé plusieurs courriels à Mme Julie Laplace, agente des activités disciplinaires, auxquels je n'ai reçu aucune réponse, y compris mes messages d'excuses et mes suggestions visant à clarifier certaines formulations juridiques. Si mes courriels avaient reçu une réponse claire, il n'y aurait pas eu de mauvaise interprétation publique de ma part. Je rappelle également que Mme Laplace m'avait informé qu'une personne communiquerait avec moi pour me préparer à l'audition disciplinaire, ce qui n'a jamais eu lieu. Aucune préparation ne m'a été offerte, malgré les assurances données. Cette absence d'accompagnement contribue à la confusion et au sentiment d'abandon que j'ai exprimé publiquement. Et ça sans compter la fois que Mme Laplace m'a averti 15 minutes avant l'audience pour me dire que le tout était annulé et reporté. J'ai plusieurs instances de manquement avec des preuves écrites qui prouvent mon contenu vidéo. J'exige donc des excuses officielles du RMPQ pour ces manquements professionnels et pour la négligence dans le suivi de ma plainte et de mes communications. Sur le plan des faits, je tiens à rappeler que mes vidéos ne contiennent aucun mensonge. Lorsque j'ai mentionné que le RMPQ avait dépassé le délai prévu de 90 jours pour rendre sa décision, cela est vérifiable. Vous-même, vous avez confirmé par écrit que le délai de 90 jours prévu à l'article 75 du règlement numéro 5-2017 a été dépassé et considéré comme indicatif. Cela ne révèle donc pas de la diffamation, mais d'un fait documenté. Quand je parle de l'arrêt Kinapo, ce sont des faits véridiques. C'est un arrêt pour la Cour criminelle. Je tiens également à rappeler que je ne suis pas la partie qui a causé un tort ici. Je suis la victime d'une agression sexuelle commise par un massothérapeute membre du RMPQ et je suis ensuite devenue victime du manquement de votre organisme à me protéger et à agir avec diligence. Vous affirmez protéger le public, pourtant dans mon cas, vous ne m'avez pas protégé. Un de vos membres a commis une agression sexuelle sur moi et vous avez permis à ce massothérapeute de continuer à pratiquer pendant près de 2 ans, alors même que vous aviez connaissance de la situation. En 2025, j'ai transmis au RMPQ la déclaration de Mme Mélissa. Déclaration de Madame, qui avait vécu des attouchements sexuels par le même massothérapeute en 2018, mais qui n'avait jamais eu la force de dénoncer avant. Elle m'a contactée car elle avait confiance en moi. J'ai envoyé cette déclaration par courriel à Mme Julie Laplace, agente des activités disciplinaires, avec la dame en question, en CC, ainsi qu'au préfet. Donc, j'ai envoyé cette déclaration par courriel à Mme Julie Laplace, agente des activités disciplinaires, la dame en question en copie conforme, ainsi qu'au préfet à l'adresse du syndic, Maître François Lafrenière. Et à Mme Karine Marié, réceptionniste du service à la clientèle. Dans ce message, je demandais explicitement que le RMPQ contacte Madame afin de lui expliquer comment procéder à une plainte officielle. Vous avez donc tous reçu cette déclaration directement et je détiens les preuves de cet envoi. Malgré cela, vous m'avez ensuite affirmé que vous n'aviez jamais reçu de deuxième plainte, ce qui est faux. Cette affirmation figure dans la lettre datée du 28 août 2025, signée par Maître Josie-Anne Charette, présidente du comité de discipline, dans laquelle il est écrit que l'intimé dans le dossier n'a été visé par aucune autre dénonciation officielle auprès de l'organisation. Cette lettre prouve que le RMPQ a nié avoir reçu la déclaration de Madame, alors qu'elle avait été transmise à plusieurs responsables, dont le syndic. Ce passage démontre une omission grave, une erreur administrative sérieuse et un manquement flagrant de communication interne. Si vos standards de gouvernance et de protection du public étaient aussi élevés que vous le prétendez, je n'aurais jamais eu à vivre une agression sexuelle de la part d'un de vos membres, et d'autres victimes n'auraient pas peur de dénoncer aujourd'hui. Enfin, si votre réputation est réellement fondée sur des bases solides, le témoignage honnête d'une victime ne devrait pas la menacer. Une réputation bâtie sur la transparence et la justice ne craint pas la vérité, mais une réputation basée sur le silence et la peur s'effrite dès qu'elle est confrontée à des faits. Je vous prie de recevoir cette lettre comme une invitation à agir avec éthique et responsabilité et à rectifier vos actions au lieu d'intimider des victimes qui, comme moi, ont eu le courage de parler. Ici, en date du 19 octobre, je vais cacher les autres informations. Vous pouvez voir, bonjour Mme Mongrain, merci de prendre connaissance de la décision sur la culpabilité citoyenne et de me confirmer la bonne réception de ce courriel. Je reste disponible pour toute question. Merci, bonne journée. C'est 19 septembre. Et là, j'ai dit, je ne comprends pas, 19 septembre, pourquoi n'y a-t-il aucune décision de rendu face aux 3.2.1 et 3.2.3 et 4.11H? Pourquoi cet aspect n'a pas été conclu? Ce sont les points les plus importants de toute la situation. Et en passant, attendez-vous pas qu'il y ait une réponse, parce que j'en ai pas eu. En date du 20 septembre, j'ai réécrit « Bonjour, je vous écris pour demander des explications précises concernant la décision rendue dans le dossier disciplinaire. Après analyse, il déclare que l'arrêt Kinapo a été utilisé pour mettre fin aux procédures liées aux gestes d'agression sexuelle reprochés. Pourtant, pour les articles concernant la tenue du dossier 323B 6, règlement 5911, qui portent tous essentiellement sur le même manquement administratif, soit un défaut de documentation, cet arrêt n'a pas été appliqué. Résultat, l'intimé est déclaré coupable 3 fois pour ce qui revient à une seule et une même faute. Je demande donc pourquoi l'arrêt Kinapo a-t-il servi à neutraliser les articles relatifs à l'agression sexuelle, mais pas les articles de tenue de dossier, alors qu'ils sont manifestement... Comment justifiez-vous d'avoir... sont manifestement redondants. Comment justifiez-vous d'avoir retenu 3 condamnations distinctes pour un seul manquement administratif, alors que pour l'aspect le plus grave, l'agression sexuelle, vous avez choisi de tous écarter? Cette approche n'équivaut pas à une application sélective et incohérente de la règle qui mine à la fois la cohérence juridique et la crédibilité de la décision rendue.